Bonjour et bienvenue, voici notre synthèse hebdomadaire tous azimuts. Je suis en compagnie d'Eric Lewin. Alors cette semaine, on se prend un nouveau vent sur les places européennes. Allez, on grappille quoi, 0,5%. Wall Street enchaîne les records, c'est pratiquement plus 1,5 supplémentaire. Depuis l'élection de Donald Trump, on est à plus 10 sur le Dow Jones, on est à plus 12 sur le Nasdaq, plus 16 sur le Russell 2000, et puis on se traîne pitoyablement autour de plus 6 sur les valeurs européennes. Alors parmi les faits qui ont animé la semaine, on a entendu parler de la rumeur d'éventuels rachats des constructeurs Opel et Vauxhall, General Motors qui céderait donc ses filiales européennes à Peugeot. Les marchés ont d'abord semblé apprécier le concept et puis après ils se sont mis à détester. L'OPA de Safran sur Zodiac Aerospace est maintenant à risque selon le Crédit Suisse. Et puis alors, autre chose qui m'amuse toujours autant, c'est les tweets de Donald Trump, ses interventions. Et hier, alors sa charge de taureau furieux contre les fake news et les super fake news. Mais on va peut-être commencer donc dans l'ordre chronologique par cette sous-performance des places européennes qui dure et qui perdure. Alors à quoi c'est dû, mon cher Eric ? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de Donald Trump, mon cher Philippe, aux États-Unis. On n'a pas de Donald Trump qui peut promettre une baisse phénoménale des impôts. Il a promis une baisse phénoménale, mais on n'a rien de plus. C'est comme si on vous promet une hausse de votre salaire chez Agora et vous courez chez Ferrari, vous achetez une Ferrari sans savoir combien vous aurez. C'est très beau la vie des marchés américains. Alors sur l'Europe, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en France un peu angoissé par toujours ce Fillon Gate, ce Penelope Gate, alors que François Fillon est toujours entre 17 et 18% dans les sondages, avec un Macron qui est à 23%, avec un spread de taux de 72 points entre le Bund allemand et l'OAT française. On doit être à 0,30 sur le Bund allemand. Stabilisé cette semaine. Stabilisé, mais quand même 72 points de base. Et surtout, les résultats des entreprises françaises sont bons, mais pas exceptionnels. Et quand ils sont très bons, ce sont sur des valeurs qui sont déjà très chères. Alors je vais vous donner deux exemples, mon cher Philippe. Schneider a publié une rentabilité opérationnelle de 14,6% sur 2016, c'est très bien. Sur 2017, perspective un petit peu modérée, un plus 1, un plus 3% de croissance parce qu'il y a une forte hausse des matières premières. L'action a gagné 37% en un an. Que s'est-il passé quand il y a eu la publication de ces résultats ? Badaboum, le titre a perdu 4%. Même chose sur Valeo. Alors Valeo, très belle valeur. Le problème, c'est qu'elle est au plus haut historique. Donc il y a des très bons résultats, il y a des très bonnes perspectives. Mais est-ce que, mon cher Philippe, vous avez envie d'acheter, ou tu as envie d'acheter une valeur qui a déjà gagné 60% en un an, qui est à son plus haut historique ? Pas forcément. Donc là aussi, sur Valeo, ça fait un petit plouf. Donc il n'y a pas tellement de valeurs qui sont décotées et qui peuvent monter même avec de bons résultats. Il manque un catalyseur en Europe. La seule valeur qui a un petit peu monté cette semaine, c'est Capgemini. Bonne digestion d'Highgate, c'était un groupe américain. Rentabilité opérationnelle autour de 11,5%. Un point de mieux d'une année sur l'autre. L'action n'est pas encore très chère. On monte. Et là-dessus, je suis assez positif, on peut viser 15%. Mais quand il n'y a pas d'exceptionnelles nouvelles, que font les investisseurs ? Ils se disent, attendez, on ne va pas acheter un titre qui a gagné 30 ou 40%, on préfère vendre la valeur. C'est pour ça que et ils le font bien aux États-Unis, on enchaîne les records, on en est à, mais on n'a pas de Donald 8 Trump consécutifs prend sur sa le place. Nasdaq. On n'a pas ce fameux Donald Trump qui dit tout et n'importe quoi en permanence sur les baisses d'impôts. On n'a pas ce genre de choses. Et puis nous, on est englués en plus en France avec cette élection. On est englués aux Pays-Bas avec l'élection néerlandaise qui va bientôt arriver, avec sans doute une poussée de l'extrême droite. On manque un petit peu de catalyseur en Europe. Pourtant, la zone euro semble aller mieux. On va avoir quoi, 0,7, 0,8% de croissance, 1,7 à 1,8% de croissance cette année, alors que les États-Unis feront 2%. Il y a encore un décalage. Moi, quand même, Philippe, je préfère acheter des actions européennes. Paris, c'est à 13-14 fois plutôt que New York. 20 fois sur le S&P et puis sur le Nasdaq, on a des valorisations aberrantes. Amazon, par exemple, c'est 90 fois les bénéfices. Tiens, je rebondis là-dessus. Snap, donc Snapchat, ça y est, on a la fourchette, ça serait 14 à 16 $, donc ça serait 22 milliards de dollars de capitalisation. Si ma mémoire est bonne, on est au-delà de la capitalisation de Michelin et de Carrefour, et si on avait été au haut de la fourchette, comme on l'anticipait à un moment plutôt du 24-25, ça aurait fait 25 milliards de dollars, et là on aurait atteint la capitalisation de Renault, tout ça avec 350 salariés. On se demande véritablement pourquoi on cote
encore des entreprises où il y a 100 000 salariés et plus. Mais parce que c'est la rupture technologique, t'as rien compris, tu es en dehors du coup, Philippe, c'est notre fameuse rupture technologique. Alors ça va valoir, je pense, 18 milliards de dollars. C'est pas mal parce qu'ils font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils perdent 350 millions. Donc c'est exceptionnel, la valorisation est stratosphérique. Surtout, il n'y a pas de droit de vote, c'est-à-dire que toi, t'es le pauvre petit couillon qui achète du Snap, t'auras le droit à rien. Et surtout, dans le document de référence, ils ont dit qu'ils seraient sans doute jamais rentables. Donc c'est quand même extraordinaire. Vive la bourse. J'espère que ça va bien se passer parce que sinon, on pourrait vraiment avoir cette fameuse bulle sur le private equity. Snap, je me suis laissé dire qu'ils avaient surestimé un petit peu le nombre d'utilisateurs quotidiens puisqu'ils annoncent 150 millions d'utilisateurs pour 1,5 milliard de photos postées tous les jours et même des gens qui travaillaient chez Snap, donc qui sont tous devenus millionnaires bien sûr parce que à raison de 350 salariés pour une valorisation de 22 milliards, on est quand même très très haut perché. Et il y en a qui disent que les statistiques et le trafic a été également perché. Possible. Ça me fait penser à l'histoire Twitter. Twitter s'est introduit en bourse, ça devait être la folie, et puis on voit moins 70% le parcours boursier cauchemardesque. Donc attendons de voir. Moi, je suis pas très à l'aise avec des sociétés qui font 500 millions de chiffre d'affaires et 350 millions de pertes. Mais est-ce que c'est pas emblématique justement d'un état d'esprit de marché qui nous rappelle un petit peu les dot-com, c'est-à-dire qu'on est prêt à payer n'importe quoi, n'importe quel prix du moment qu'il y a un concept qui bluffe. Rupture technologique, et puis si tu veux, c'est quand même une opération à 20 milliards. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas eu ce genre d'opération sur le marché américain. Je crois que c'est depuis Alibaba. Et ça fait beaucoup de commissions pour les banquiers, hein. Parce que 20 milliards de placements, on va raisonner à 2%. Ouais, 2%, ça fait quoi? Ça nous fait du 400 millions de dollars. Donc si tu veux, c'est pas mal. Donc les banquiers vont se partager ça, ils vont pousser à fond la valeur. Les petits particuliers qui sont un petit peu des gogos dans cette histoire vont acheter. Et on aura une belle introduction en bourse. À mon avis, ça va se passer. Alors ils vont peut-être baisser la fourchette. Mais sur ce genre de valeur, il n'y a aucun problème. Il y aura l'introduction en bourse, même si c'est stratosphérique. Après, on devrait avoir nos amis d'Uber. Uber qui fait quand même 5 milliards de chiffre d'affaires pour 3 milliards de pertes et qui devrait valoir 70 milliards de dollars. Franchement, plutôt que de faire un débat tous les deux, on aurait dû créer... On n'est pas loin de la valorisation de L'Oréal, là, ouais. voilà. Parce que vous le valez bien. Ouais, on aurait dû, Philippe, toi et moi, ne plus être chez Agora, mais créer une start-up, on aurait créé un espèce de truc, .com, et on serait milliardaire, quoi, tu vois. Donc c'est dommage, on a loupé notre vocation. Alors, l'autre grosse opération dont on a parlé cette semaine, c'est donc Peugeot qui peut racheter éventuellement Vauxhall ou Opel. Alors, je verrais bien un Peugeot Opel ou un Citroën Vauxhall, je ne sais pas comment on les appellera. Mais enfin bon, les filiales européennes de General Motors, c'est quoi? C'est 20 milliards de pertes depuis l'an 2000. Ça n'a jamais réussi à remonter la pente. Ça a un déficit d'image. Ça fait que 15 milliards. Tu vois, tu es encore pessimiste. Que 15 milliards de pertes. Ça va, il n'y a pas eu un seul exercice bénéficiaire pour Opel depuis 16 ans. La problématique, alors les synergies, il y en a. C'est des synergies... France et Europe du Sud, Peugeot, Opel, Vauxhall, Angleterre, Allemagne. Maintenant, il risque d'y avoir de la casse sociale. Comment restructurer ça? Moi, à mon avis, ce que dit Carlos Tavares, c'est... Pour l'instant, c'est des synergies industrielles, il y a une logique. Après, les synergies financières, c'est extrêmement difficile. Les Chinoises de Dongfeng ont aussi leur mot à dire maintenant. Oh, ils vont pas dire grand-chose, mais le problème, moi, ce que je n'aime pas dans ce dossier, c'est que tout le monde s'en mêle. Le gouvernement anglais, parce qu'il a peur de Vauxhall. Alors, moi, j'ai appris que Vauxhall, en fait, c'était des Opel avec une conduite à droite. C'est ça. Ouais. Donc, c'est formidable. Donc, le gouvernement anglais va s'en mêler parce que Luton, il y a une petite usine. En Allemagne, Merkel, elle est quand même étalonnée par Papa Schulz. Donc, elle va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse sociale. Donc, on verra bien. Moi, je déteste ce genre de dossier sur lequel il y a l'industrie, l'économie, la finance, la politique, tout le monde s'en mêle. C'est assez casse-gueule. D'ailleurs, Peugeot ne fait rien. Je crois que ça perd 2 à 3% aujourd'hui. Depuis la nouvelle, il ne s'est rien passé. Ouais. Parce qu'il peut y avoir casse sociale. Et puis, en termes de synergie industrielle, c'est pas évident qu'il y en ait. Parce que franchement, qui achète une Opel? Toi, tu as une Opel? Non. Qui a une Opel autour de toi? Personne. Peut-être des utilitaires qui sont très bien conçus. Mais effectivement, il n'y a pas d'image. Et je ne vois pas en plus ça ce qui compléterait la gamme Peugeot. Puisque Opel n'offre pas le débouché vers le low cost pour concurrencer Skoda ou Dacia. Et n'ouvre pas non plus le haut de gamme, Prestige, voilà, donc effectivement, il y a rien qui ressemble à une Ferrari ou à une Bentley dans le haut de gamme d'Opel. On va refermer donc cette parenthèse. Alors, Safran, Zodiac, donc il semblerait qu'on puisse plus marier les réacteurs, les coffres à bagages et les sièges d'avion. Pourtant, ça faisait un petit peu du sens. Et puis maintenant, un activiste pense qu'on a payé trop cher, enfin que Safran aurait payé beaucoup trop cher. Zodiac, est-ce que c'est vraiment trop cher payé? C'est assez cher payé dans la mesure où Zodiac n'a fait que des profit warnings depuis 18 mois. Moi, j'avais appelé à la démission d'Olivier Zarouati, le président de Zodiac, en disant que c'était un incapable. Bon, il ne faut pas dire ça, mais il y avait des complémentarités évidentes avec les moteurs et les équipements. Ça faisait pour Safran un groupe qui était partagé entre les deux, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que c'est payé un petit peu cher. En fait, TCI s'inquiète
du montage qu'il y a derrière avec un pacte Dutreil où il pourrait y avoir certains avantages pour les actionnaires principaux. Et il s'inquiète aussi en termes de synergie industrielle. Il pourrait y avoir de la destruction de valeur. D'ailleurs, depuis l'opération, Safran ne fait pas grand-chose. Zodiac doit coter 10% en dessous du cours. Moi, j'ai quand même le sentiment que l'opération va finir par se faire. De toute façon, même si c'est pas Safran, il faut une OPA sur Zodiac parce que je pense que le groupe ne peut plus se développer tout seul. Alors, j'attendais une question piège puisqu'on parle d'aviation, etc., des grandes antennes. Avec tes grandes antennes, est-ce que tu as entendu parler d'autres rumeurs, d'éventuels rapprochements aujourd'hui? C'est quand même encore la thématique à la mode, les taux sont très très bas. Est-ce que des entreprises vont pas en profiter justement pour essayer de croître? Les rumeurs, c'est surtout sur des petites capitalisations, hein, sur toute la sphère informatique, les Infotel, les SQLI, les Business et Décisions. Les SS2I. Les SS2I, il y a des rumeurs dans tous les sens parce que tu as un grand groupe comme Capgemini. Tu restes acheteur de ça, ouais, les SS2I. Toutes les petites SS2I, Infotel, SQLI, Business et Décisions, je pense qu'on peut encore y aller. Sur les gros groupes, c'est très difficile parce qu'a priori, tout est opéable. Hein. Danone est un petit peu en panne de croissance. Il pourrait y avoir un moment ou un autre une OPA sur Danone. Maintenant, il n'y a pas de rumeurs. C'est extrêmement compliqué d'avoir des rumeurs d'OPA sur des blue chips. Soit il faut être vraiment très copain avec les PDG des sociétés du CAC 40. Mais c'est ton cas. Soit être copain avec les avocats, mais c'est très rare qu'on sorte une OPA. Non, mais une société comme Danone, qui ne fait rien en bourse depuis des années, ça peut être une opéable. Même chose pour Accor, dont le capital est complètement atomisé depuis la sortie de Colony. Il peut se passer quelque chose. Mais enfin, j'ai pas de rumeur aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a l'autre OPA, alors là, je rentre dans le domaine symbolique, c'est l'OPA de Donald Trump sur tous les leviers de la nation américaine. L'Amérique, ça devient Trump Inc. Et Trump décerne également des brevets de vrais et de faux. Alors, on a baigné depuis ces dernières 48 heures dans les fakes et même les super fakes. Alors, Trump n'a rien à voir avec la Russie. Les médias sont très, très, très méchants. Mais est-ce que cette forme de paranoïa va pas finir par inquiéter les marchés? Pour l'instant, on a l'impression qu'au contraire, plus il y a d'animation sur la scène de catch, plus Wall Street se bat les côtes, se bat les cuisses. Mais est-ce que ça peut durer comme ça? C'est comme si là, sur le plateau, je me lève, je te mets un grand coup de poing. On fera le buzz, on fera 100 000 vues, mais ça n'apportera strictement rien. Non, moi je pense qu'à un moment, l'histoire de la Russie, c'est beaucoup plus grave que ça. La démission de Flynn, parce qu'il aurait donné des documents, des accointances avec la Russie, je pense que ça peut aller assez loin. Alors, les démocrates rêvent de mettre Trump en impeachment. Moi, j'y crois pas une seconde, mais je pense qu'il ne peut plus continuer avec toutes ces bêtises, avec toutes ces folies politiques, parce que là, ça va beaucoup trop loin. On sent quand même certaines critiques aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu l'histoire du secrétaire d'État au travail qui n'a pas été nommé en raison de turpitude conjugale et de scandales divers et variés. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Je crois que les marchés vont plus attendre trop longtemps. Et je pense vraiment, et ça je signe avec toi, on se reverra, que si le plan de baisse d'impôts n'est pas comme l'anticipent les marchés, on va avoir une bonne... Non, mais on ne sait même pas ce qu'ils anticipent, en vérité. Bon, à mon avis, ils anticipent un taux d'impôt sur les sociétés de 35 à 15%, tu vois, c'est le truc classique. Maintenant, je pense que si on n'est pas là, on va avoir une déculottée sur les marchés parce que c'est plus possible de payer aussi cher des actions américaines avec un type complètement dingue. Alors, Yellen, auditionné 2 fois cette semaine, j'adore Yellen quand elle parle avec sa petite voix, puis qui fait semblant de ne pas comprendre les questions qu'on lui pose, ou se demander pourquoi elle s'est retrouvée avec des poireaux plutôt que des aubergines dans son petit filet. J'adore ça. Bon, néanmoins, elle nous dit quoi? Que la Fed a peut-être trop attendu avant de monter les taux. En tout cas, qu'on ne peut plus comme ça différer. Alors, les dot plots, c'est-à-dire les anticipations de hausse de taux, mars, certains l'envisagent, mais on y croit hier. Maintenant, on parle vraiment de mai. Alors, est-ce que le marché peut continuer comme ça, à courir comme un canard sans tête, si le coût de l'argent continue d'augmenter, et si effectivement, dès le mois de mai, la Fed met un premier tour de vis, puis on met un deuxième peut-être au début de l'automne? C'est quand même un petit peu le message qu'on a cru déceler dans ces interventions. Les marchés sont dans une telle schizophrénie. Qu'est-ce qui s'est passé après le discours d'Yellen? Les banques ont monté aux États-Unis. Parce que quand les taux montent, les banques reconstituent leur marché. On a l'impression qu'en ce moment, on regarde que le verre à moitié plein. C'est-à-dire que toutes les nouvelles annoncées font monter le marché. Si on a 2-3 hausses des taux cette année aux États-Unis, ça dépend comment est la conjoncture. Mais parce que le problème, c'est que la politique de Trump est très inflationniste. Si on avait une forte remontée de l'inflation avec une hausse des taux, je pense que ça pourrait se passer assez mal pour les actions. Pour l'instant, on baigne dans une espèce d'euphorie ambiante. Jusqu'à quand? C'est la grande problématique. Il y a beaucoup d'investisseurs quand même qui commencent à acheter des puts. Il paraît qu'il y a le ratio call-put. Mais c'est toi le spécialiste là-dessus aux États-Unis. Je confirme. Sur le VIX notamment. Voilà. Ouais. Maintenant,
pour moi, c'est surréaliste ce qui se passe. Mais tu sais très bien qu'en 2000, on se connaissait assez, c'était au moment de la bulle Internet, on payait des sociétés 30 fois le chiffre d'affaires. 30 fois les pertes. 30 fois les pertes. 30 fois les pertes et 40 fois le chiffre d'affaires, et on se disait, mais c'est complètement dingue, et les marchés continuent à monter. Alors je pense pas qu'on puisse avoir un crack de cet acabit, mais repère 10% sur Dow Jones, sur les folies de Trump, ça serait pas complètement irréaliste. Bon, sur perd 10%, il y a pas de mal, on revient tout simplement au niveau de début novembre. La question est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir dire à nos auditeurs que là, cette fois-ci, s'il y a une correction de Wall Street, est-ce que les places européennes ont une chance de rattraper le retard, non pas parce que Wall Street baisse et que nous, on baisse un petit peu moins, mais tout simplement parce que, enfin, les investisseurs changent un peu leur fusil d'épaule et commencent à se raisonner en disant que même s'il n'y a pas de vraie gouvernance en Europe, il n'y a peut-être pas un dingue à la tête du système. Moi, je ne serais pas étonné quand même qu'on rattrape notre retard. C'est-à-dire que si on baissait de 10% à New York, je pense qu'on baisserait de 6 à 7% en Europe, donc on pourrait rattraper le retard. Maintenant, une surperformance, je n'y crois pas parce que la bourse de New York est quand même la bourse directrice. Nous, chez Agora, tu le connais puisqu'on bosse ensemble, toutes les lettres, que ce soit mes valeurs de croissance, les lettres PEA, on est protégés par des BX4, des trackers baissiers. On va continuer à être protégés avec des trackers parce qu'on n'est pas confortable dans un marché qui ne cesse de monter. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même une petite correction à Paris, on doit perdre 0,8, 0,9 actuellement. Des inquiétudes sur la dette, des inquiétudes sur l'Europe, élection aux Pays-Bas, élection en France. Il faut quand même faire très attention en ce moment, mon cher Philippe. Je pense qu'effectivement, les investisseurs font attention. La hausse de l'or, qui aurait dû être complètement éclipsée par les records en série des marchés américains, l'or a quand même repris $100 à peu près en parallèle avec une hausse de 10% des indices américains, ou quasiment. Ça veut donc dire quand même qu'il y a des gens qui se couvrent, pas seulement par des BX4. J'invite effectivement ceux qui nous écoutent à regarder un petit peu du côté des métaux précieux. Peut-être un dernier mot pour la route, Eric, parce qu'on va peut-être se projeter dans la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vois arriver après les 6, 7, 8 records consécutifs qu'on a eu à Wall Street? Est-ce qu'on digère ou est-ce qu'on a la gueule de bois? Il n'y aura plus tellement de publications américaines, donc je crois que surtout sur l'Europe, il y aura encore pas mal de publications. On va rentrer dans la deuxième partie des publications. Moi, je voudrais voir ce qui va se passer en politique. Est-ce que Fillon va être mis en examen? On n'a plus tellement de temps pour le mettre en examen parce qu'après, ça va être l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, donc ça va être assez compliqué. Moi, je regarderais plutôt du côté de l'Europe. Plutôt du côté des sondages. Tu as vu que Macron a été très attaqué sur ses propos sur la colonisation. Il y a un tel bourbier que moi... ça c'est un appel à la repentance pour les Espagnols, pour les Anglais, pour les Américains. On pourrait d'ailleurs faire 10 secondes de silence pour ça. Non, moi je crois qu'on peut avoir des surprises dans la vie politique. Il faut vraiment voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, parce que ce que je sais, c'est que les remontées terrain, mais là je parle du politique, les remontées terrain des députés des Républicains ne sont pas bons. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, même si Fillon a un socle de 17-18%. Il faudrait voir ce qui va se passer. Sur les marchés, moi je pense qu'on devrait quand même assister à une consolidation. Revenir à 4720 sur le CAC 40 ne serait pas une folie absolue. Très bien, votez Eric et puis nous vous donnons rendez-vous pour une synthèse donc la semaine prochaine. Salut Philippe. Salut Eric.